Donc la troisième activité. De quoi s'agit-il alors? Il s'agit de la relation entre le magma et la structure des roches. Normalement, cette notion, vous l'avez également vue dans la deuxième année du collège, mais on va la reprendre un peu plus vite. Normalement, c'est une notion qui est relativement un peu simple. Et je commence par un petit rappel très vite fait qui est la structure d'un volcan. Généralement, un volcan est formé d'une chambre magmatique qui est toujours en profondeur à des dizaines de kilomètres. Et à partir de cette chambre, le magma, il peut remonter vers la surface à travers ce qu'on appelle une cheminée. Cette cheminée, donc, est-ce qu'elle arrive en surface ou est-ce qu'elle est coincée, est-ce qu'elle est bloquée en profondeur, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas acheminer le magma vers la surface? Là, il y aura donc les deux types de roches qui vont se former. Je m'explique. Si le magma remonte et qu'il n'est pas capable d'arriver en surface, c'est-à-dire que la cheminée ne continue pas vers la surface, c'est-à-dire que vous avez une poche qui est à droite ou à gauche du trajet du magma, le magma sera coincé en profondeur. Par contre, si le magma peut arriver en surface, cela veut dire que la cheminée a un accès vers la surface. Là, vous aurez une roche qu'on appelle volcanique, parce qu'elle provient d'un volcan. Et là, vous aurez une roche qu'on appelle une roche plutonique. C'est quoi la différence? Quand ce magma remonte vers la surface, sa température diminue. Là, il aura des températures avoisinant les 1000, 1200, 1500, 1800 degrés. Et quand il remonte vers la surface, sa température va diminuer. Seulement, si le magma est coincé en profondeur, le magma donc va se refroidir lentement. Alors que si le magma parvient à arriver en surface, le refroidissement du magma, il est rapide. Quelle serait la différence? La différence, donc, sera dans la structure de la roche, et c'est ce que vous avez ici tout à fait au début du paragraphe. La structure, c'est quoi? Alors, la structure, c'est le mode de l'assemblage des minéraux qui constituent la roche. Comment sont assembler les minéraux. Et justement, là, vous aurez soit une structure grenue, soit une structure microlithique. Je m'explique. Quand le magma va remonter vers la surface, donc nous avons dit que le magma est coincé à ce niveau et que la température va diminuer, mais lentement. Autrement dit, le magma aura tout son temps pour se refroidir. Et donc, il va totalement cristalliser. Tout le magma va entièrement être transformé, il sera entièrement transformé en minéraux. Autrement dit, voilà ce que vous aurez comme roche. Voilà les minéraux. Et remarquez, là, c'est par exemple un minéral. Ce qui est en blanc, c'est un autre. En brun, un peu jaunâtre, c'est également un autre. En gris, c'est un autre, et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous avez ici sont des minéraux. Remarquez
qu'ils sont juxtaposés l'un contre l'autre. Voilà, ça c'est une structure vue avec un microscope un peu particulier qu'on appelle le microscope polarisant. Bon, ça c'est un détail. Donc c'est une vue microscopique et là vous avez un schéma. Là c'est une schématisation de ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire là c'est un minéral, là également un autre, et là tout ce que vous voyez ici ce sont des minéraux qui sont juxtaposés les uns contre les autres. Donc dans une structure grenue, la roche est totalement cristallisée et donc la structure est dite grenue et elle résulte d'un refroidissement lent. Si maintenant le magma parvient à arriver en surface, là vous avez, comme on a dit, 1200-1500 degrés, et là c'est la température ambiante, c'est-à-dire 15, 20, 30, un maximum de 40, 50 degrés. Donc c'est une sacrée différence entre les deux milieux. Là, 1500, là vous avez que 20, 30, 40, peut-être moins si on est dans l'océan. Donc c'est un passage très brusque des températures. Un magma à 1500 et puis il est brutalement dans une température de 50 ou 20 ou 30 degrés. Donc c'est un refroidissement très rapide. Donc le refroidissement étant très rapide. Donc le magma n'a pas eu son temps de cristalliser comme dans le cas de la structure grenue. Mais au cours de sa montée vers la surface, une partie va quand même cristalliser et donner quelques minéraux. Mais la majeure partie sera non cristallisée, mais elle donnera un verre. Ce que vous voyez ici, donc, c'est ce qui est un peu en gris olive, c'est un verre en vert olive, je veux dire, c'est du verre, c'est-à-dire un magma qui s'est solidifié, mais qui n'a pas cristallisé, qui n'a pas donné des cristaux. Par contre, ce que vous voyez ici, par exemple, là également, ça, c'est des minéraux. En schéma, vous comprendrez peut-être mieux. Là, ce que vous voyez ici, c'est des cristaux. Et vous avez un verre, je parle du verre et non pas de la couleur, du verre qui baigne les cristaux. Si vous compariez, là, vous avez des minéraux qui baignent dans un verre. Là, vous avez des cristaux qui sont juxtaposés les uns contre les autres. Autrement dit, là, il n'y a pas de verre. Par contre, ici, il y a du verre. Là, c'est un refroidissement lent. Là, c'est un refroidissement rapide. La roche, donc plutonique, est associée à la structure grenue, également associée à un refroidissement lent, et c'est en profondeur. La roche volcanique, par contre, elle est associée à la structure microlithique et à un refroidissement rapide, et la roche est donc dite volcanique. Donc, vous avez trois termes qui sont très liés. Le type de la roche, volcanique ou plutonique, mais la structure microlithique ou grenue et la vitesse du refroidissement. Si je vous dis une seule information, vous pouvez déduire les deux autres. Je m'explique. Si je vous dis une roche a une structure grenue, la première question, où est-ce qu'elle est formée? En profondeur ou en surface? C'est en profondeur. Est-ce qu'elle est une roche plutonique ou une roche volcanique? Bien sûr, c'est une roche plutonique. Son refroidissement, est-ce qu'il était long ou rapide?
était long. Son lieu de refroidissement, de formation, est-ce qu'en profondeur ou en surface? C'est en profondeur. Par contre, si je vous dis par exemple une roche volcanique, ça suffirait pour déduire les autres informations, c'est-à-dire cette structure, cette roche, puisqu'elle est volcanique, elle est sûrement de structure microlithique. Son refroidissement, il est sûrement rapide. Son lieu de formation, il est sûrement en surface. Et dans les prochains chapitres, alors nous allons rencontrer justement ces termes, une roche plutonique, une roche volcanique. Ces deux termes suffiraient de déduire le refroidissement et le type de structure. Ceci étant, donc nous sommes arrivés à la fin du premier chapitre et donc je vais le reprendre très très vite pour en faire un grand résumé. Alors, la première notion, la première activité, c'était de découvrir les différentes structures du globe terrestre. Il s'agissait de 4 grandes structures, la croûte, le manteau, le noyau externe, le noyau interne. Ces 4 structures sont séparées par 3 discontinuités, Moho, Gutenberg et Lehmann. Pour la croûte, qu'elle soit océanique ou continentale, elle forme avec le manteau supérieur ce qu'on appelle la lithosphère. Et donc, on aura une lithosphère qui est soit océanique, si elle comporte la croûte océanique, ou la lithosphère peut être continentale si elle comprend la croûte continentale. Dans une deuxième activité, dans un deuxième lieu, nous avons comparé les deux lithosphères. Alors, les deux lithosphères comprennent le même manteau. Mais la croûte, elle est différente. D'abord par sa densité. La croûte continentale, elle est de densité de 7, alors que celle de la croûte océanique, elle est de 2,9. Donc la densité de la croûte continentale est supérieure à celle de la croûte continentale. Deuxième différence, l'épaisseur. L'épaisseur de la lithosphère continentale est supérieure à celle de la lithosphère océanique. Troisième différence, c'est les constituants pétrographiques ou rocheux des deux lithosphères. Pour la croûte continentale, elle est surtout granitique et de temps en temps des roches métamorphiques. Et ça, c'est dans la croûte. Par contre, dans le manteau supérieur, la limite, c'est le manteau, le mot. Dans le manteau supérieur, vous avez la péridotite. Dans la croûte, dans la lithosphère, océanique, elle est formée par la même roche dans le manteau, c'est-à-dire la péridotite. Au-dessus, on trouve le gabbro, puis la dolérite, puis le basalte. Donc l'ensemble, il constitue la lithosphère océanique. On l'a également appelé le complexe ophiolithique. La deuxième notion, donc, c'était la notion de plaque. Tout d'abord, nous avons commencé par la dérive des continents, la théorie de la dérive des continents qui est attribuée à Wegener, qui a dit que les continents étaient formaient un seul supercontinent, et puis par la suite, au fil des temps géologiques, c'est-à-dire des millions d'années, ils se sont séparés, ils sont dispersés et éloignés pour donner l'état actuel des continents.
Mais par la suite, d'autres recherches ont montré ce qui bouge, ce n'est pas les continents, mais c'est plutôt les plaques. Pour définir les plaques, nous avons commencé par donner la répartition des séismes et des volcans, et on avait dit que leur répartition était la même. Là où on trouvait des séismes, on trouvait des volcans. Et ce n'est pas un hasard, ces ceintures sismiques et volcaniques étaient des lieux des limites des plaques lithosphériques. Et de ce coup, on avait donc déterminé les limites des plaques comme étant 3 types de limites qui sont des limites de divergence qui sont les dorsales, des limites de convergence qui sont les zones de subduction et des zones de cisaillement qui sont les failles transformantes. Et donc nous avons défini ici la plaque lithosphérique comme étant une partie de la lithosphère, on appelle ça, une partie de la lithosphère limitée qui flotte sur l'asténosphère et qui est limitée par des limites des zones actives sismiquement et volcaniquement qui sont les zones de divergence, les dorsales, des zones de convergence qui sont les zones de subduction et les zones de cisaillement qui sont les failles transformantes. Et, je m'excuse, et on avait dit que la plaque ne peut être continentale 100%. Elle est soit continentale océanique, soit océanique. Et on avait donné quelques exemples. La troisième notion, c'était la relation entre le magma et la structure des roches. À partir d'un magma, donc on peut avoir soit une roche plutonique, soit une roche volcanique. Ça dépend du lieu du refroidissement et de la formation de la roche. Si le magma se solidifie en profondeur, il donne une roche plutonique qui est le résultat d'un refroidissement lent en profondeur et elle aura une structure grenue. Par contre, si le magma parvient à arriver en surface, le refroidissement est rapide, la structure est microlithique et donc la roche est dite volcanique. Dans la prochaine vidéo, donc on va attaquer les déformations tectoniques qui vont accompagner la genèse des montagnes.